Bienvenue dans ce cours de sémiologie de l'image dédié aux étudiants du semestre 5 de la filière langue arabe et langue vivante domiciliée à la faculté de langue arabe de Marrakech. Avec vous, professeur Widiane El Aref. Pendant cette séance, nous allons essayer de distinguer entre la sémiologie et la sémiotique. Pour ce, nous tracerons l'histoire des deux termes pour arriver à en déduire les caractéristiques. Dans un second temps, nous allons essayer de délimiter le signe en fonction de 4 modèles, en faisant référence à Saussure, à Hjelmslev, à Peirce et Umberto Eco. Commençons par la distinction entre sémiologie et sémiotique. Il faut savoir que si de nombreuses disciplines se définissent à leur appellation, ce n'est pas le cas pour la sémiologie, qui est toujours confondue avec la sémiotique. Nous avons essayé de chercher dans l'outil le plus simple, qui est un dictionnaire. Donc nous avons choisi le Trésor de la langue française informatisé, dit TLFI, et nous avons essayé de chercher les deux termes, à savoir sémiologie et sémiotique. À notre grande surprise, nous sommes retrouvés pour le mot sémiologie avec plusieurs entrées. Ces entrées renvoient à plusieurs domaines, à savoir la médecine, la littérature, la linguistique, la philosophie. Par contre, la sémiotique ne présente dans ce dictionnaire aucune entrée, mais plutôt on est renvoyé à la sémiologie, comme quoi c'est un synonyme. Pourquoi les dictionnaires et les encyclopédies considèrent la sémiologie et la sémiotique comme synonymes? C'est ce que nous allons essayer de voir en cherchant d'abord du côté de l'étymologie, des domaines et des caractéristiques des deux items. Étymologiquement parlant, la sémiologie ou sémiologie avec E et I vient du grec et date de 1752 de sémion qui veut dire signe et logos qui renvoie à parole, discours et étude. La sémiotique quant à elle vient du grec aussi de sémion, étude, l'examen des signes et date de 1555. Donc la confusion est toujours présente. Cherchons un peu du côté des définitions. Il faut savoir qu'à une époque très ancienne, la sémiologie était considérée comme une des régions du savoir sous laquelle ceux qui la pratiquent n'ont pas réussi à parvenir à un consensus en ce qui concerne la définition de leur discipline. Donc certains sémioticiens, à une époque très éloignée, considéraient la sémiologie comme une des régions du savoir sous laquelle ceux qui la pratiquent n'ont pas réussi à parvenir à un consensus en ce qui concerne la définition de leur discipline. Donc comme vous le constatez, même au niveau de la délimitation de la discipline, il y avait problème. Encore plus, même pour ceux contemporains, et je cite à titre d'exemple Landowski, qui a parlé de la sémiotique en disant, je cite, « La sémiotique a le don de parler de tout, de la cuisine comme de la politique, du folklore ou des beaux-arts. Les sémioticiens n'ont pas de domaine propre à faire valoir. » Les plus prudents n'envisagent qu'une étude du système de communication non linguistique. D'autres étendent l'étude à un système de communication sociale qui englobe les rites, les cérémonies, l'art et même la littérature. Il ne faut pas oublier que la sémiologie aussi renvoie à l'étude de tous les systèmes de communication et de signes non linguistiques. Donc le problème n'est pas résolu, à condition de ne pas la confondre avec la sémiologie des médecins qui renvoie à l'ensemble des symptômes et indices qui causent les maladies. Pour ce qui est de la sémiotique, elle reste la science générale des modes de production, de fonctionnement et de réception des différents systèmes de signes qui assurent et permettent une communication entre individus et ou collectivités. Que disent les pères fondateurs sur la sémiologie et la sémiotique, à savoir Saussure et Peirce? Il faut savoir que la sémiologie s'est développée en Europe à l'instigation du linguiste et philologue Ferdinand de Saussure aux alentours des années 1908. Elle renvoie à la science qui étudie la vie des signes au sein de la vie sociale. Elle formerait
une partie de la psychologie sociale. Par contre, la sémiotique, quant à elle, s'est développée dès 1867 à partir des travaux du philosophe, logicien et épistémologue américain Charles Sanders Peirce, qui dit que la sémiotique est la doctrine quasi nécessaire ou formelle des signes. En gros, on peut dire que la sémiologie renvoie davantage à Saussure, à Barthes, à Mitz et à la tradition européenne où les sciences dites humaines restent attachées au mouvement littéraire, esthétique et philosophique. Il ne faut pas oublier que surtout pour la sémiologie de l'image, elle n'a vu le jour qu'à partir des années 60 avec Barthes. Pour ce qui est de la sémiotique, elle renvoie plutôt à Peirce, à Maurice et à une tradition anglo-saxonne marquée par la logique. Pour récapituler, on pourrait dire que la sémiotique est d'origine américaine, son père fondateur est Peirce, elle étudie tous les signes, y compris le signe linguistique, et contrairement à la sémiologie qui ne prend pas en charge le signe linguistique, et son père fondateur est Ferdinand de Saussure. Il faut souligner que la sémiotique prend en charge ce signe en situation, par contre la sémiologie le prend en charge en système. Vous l'avez bien compris, l'ambiguïté est toujours présente. Donc pour notre cours, nous allons conserver nous aussi la sémiologie et sémiotique comme deux mots synonymes. Et nous allons utiliser l'appellation sémiologie tout au long de ce cours, cette étude qui prend en charge le signe. La question qui se pose, qu'est-ce qu'un signe? Pour pouvoir répondre à cette question, nous avons choisi de faire le tour des théories des signes en commençant par Ferdinand de Saussure et en arrivant à Umberto Eco, bien sûr tout en présentant le modèle de Hjelmslev et de Peirce. Il faut savoir que jusqu'à la fin du XIXe siècle, de nombreuses études ont été menées sur le signe par des philosophes sans qu'il y ait vraiment une théorie propre à ce signe-là. Ce n'est que récemment que le signe a été considéré comme une entité qui a une matérialité perceptible, c'est-à-dire un indice d'une chose ou d'un phénomène que l'on peut percevoir avec l'un de nos 5 sens. Donc un signe peut être senti, donc toutes les odeurs vont être considérées comme signes. On peut le voir, on peut l'entendre, donc les différents sens sont considérés aussi comme signes, on peut le toucher et on peut le goûter. Il ne faut pas oublier que ce signe-là, comme on vient de le signaler, renvoie à une chose, mais il est porteur de signification. Examinons le modèle de Ferdinand de Saussure. Donc, on le sait tous, Ferdinand de Saussure s'est basé sur le travail sur le signe linguistique. Pour lui, le signe linguistique a 2 facettes, le signifiant et le signifié. Il considère que le signe, je cite, est une entité psychique à 2 faces qui unit un concept et une image acoustique. Vous l'avez bien compris, il s'agit d'un modèle dyadique vu la présence de 2 facettes. Après Saussure vient Louis Hjelmslev qui a essayé de reproduire ou de calquer le modèle de Saussure et d'ajouter au signifiant et signifié la substance et la forme. Donc il distingue la forme de l'expression qui renvoie à l'ensemble des règles phonologiques de la langue. Il distingue dans un second lieu la forme du contenu qui englobe toutes les règles qui vont permettre de découper ou d'établir un découpage en sens. La substance de l'expression qui renvoie au phénomène effectif et la substance du contenu qui renvoie à ce référent. Vous l'avez bien compris, il s'agit d'un modèle dit tétradique. Après Saussure et Hjelmslev, il y a eu le modèle de Charles Sanders Peirce. Ce modèle, comme est montré sur l'image, est basé sur la relation entre 3 composantes. L'interprétant, qui est le signifié, le représentamen, qui est le signifiant, et l'objet, qui est le référent.
L'explication détaillée de ce modèle sera présentée dans un cours prochain qui sera consacré juste à la classification persienne des signes. Donc ce modèle triadique est basé essentiellement sur les 3 composantes qu'on vient de citer. Le dernier aspect du signe est l'aspect communicatif présenté par Umberto Eco, ce signe qui est utilisé pour transmettre une information, pour dire ou indiquer une chose que quelqu'un connaît ou veut que les autres connaissent. Donc ça se réduit au schéma canonique et simplifié de la communication basé sur la source, l'émetteur, le canal, le message et le destinataire. J'espère que les informations présentées étaient claires. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée et je vous donne rendez-vous prochainement avec un autre cours.